Bonjour à tous et à toutes pour ce webinaire de l'Institut français d'Allemagne. Aujourd'hui, nous avons un sujet intéressant pour tout le territoire allemand qui est le DELF scolaire. Alors aujourd'hui, je me présente, Philippe Gilbert, je suis attaché de coopération éducative à l'ambassade de France en Allemagne, mais je vous accueille chez moi puisque l'ambassade est fermée pour les raisons que nous connaissons tous, tout comme les instituts français aujourd'hui sur tout le territoire allemand. J'ai le plaisir de vous présenter mes collègues. Nous serons 4 aujourd'hui pour vous accompagner sur ce séminaire en ligne autour du DELF. Je commencerai par Constance. Bonjour Constance. Bonjour. Alors, moi, je suis Constantine. Je suis l'assistante de M. Guibert et je travaille à la gestion centrale de ce que le France Éducation Internationale appelle la gestion centrale du DELF en Allemagne. Et aussi depuis l'ambassade, et c'est par exemple là où arrivent les 50 000 diplômes de vos élèves que j'envoie pas un par un, bien sûr, mais au centre d'examen pour que les élèves reçoivent les diplômes. Cécile, bonjour Cécile. Alors bonjour à tous, je suis Cécile Huffer, je suis de l'Institut français de Munich et je m'occupe du DELF scolaire en Bavière. Et Bruno, bonjour Bruno. Bonjour, Bruno Girardot. Alors, je suis, moi, l'attaché de coopération pour le français pour deux Länder, la Rhénanie du Nord-Westphalie et la Hesse. Voilà, merci bonjour à tous. En coulisses, nous avons aussi Capucine Valois, notre chargée de projet qui va suivre avec nous tout ce qui se passe sur le chat. Merci à tous pour vos salutations depuis le chat. On voit que beaucoup de pays sont présents, pas seulement l'Allemagne, l'Autriche, la Grèce. Merci à tous d'être présents. Alors maintenant que nous avons fait nos présentations, peut-être petits éléments techniques. Est-ce que tout le monde nous entend bien et nous voit bien? Vous savez que le chat sur le côté droit vous permet de poser des questions techniques. Et donc Capucine est là pour vous répondre sur le problème technique. L'onglet suivant, comme vous le voyez, ce sont les questions. Et là, c'est l'onglet de questions qui permet de poser des questions aux intervenants, donc sur le fond du webinaire. Le troisième onglet sur votre droite s'appelle Sondage. Il s'agit de sondages auxquels vous pouvez répondre tout au long du webinaire. Et un onglet Participants indique le nom des participants avec leur nom et leur état de connexion. Est-ce que pour tout le monde, tout va bien? Je lis un peu le chat avec vous. Parfait. Vatvede, bonjour. Ah, problème de son. Tout marche bien. Capucine va vous répondre. Parfois, il faut enclencher son micro par rapport aux outils qui sont prévus dans cet outil en ligne Livestorm. Bien, nous allons pouvoir débuter. Alors, ce diaporama sera structuré en deux parties d'égale durée, à peu près 25 minutes chacune. Une première partie peut-être plus générale qui va présenter aussi le calendrier de report des sessions DELF. C'est une question importante, je pense, que vous vous posez tous et toutes en ce moment. Et une seconde partie plus pédagogique et didactique sur le DELF, ses enjeux et quelques petites questions et quiz qu'on aimerait vous proposer. Voilà, nous allons pouvoir débuter, si vous êtes tous d'accord. Oui, problème de connexion pour certains. Bonjour à Frankenberg aussi, merci à tous. On va pouvoir débuter avec le diaporama. Évidemment, la crise du coronavirus a mis à mal le programme du calendrier qui était prévu pour les sessions du DELF scolaire et nécessite aujourd'hui beaucoup de discussions avec tous les lenders, avec vous aussi, sur les modalités de reprise. Mais avant cela, nous aimerions faire un point avec vous sur ce que c'est que le DELF. C'est un diplôme français très important pour la France, pour son rayonnement culturel dans le monde, et surtout un diplôme qui a valeur comme le baccalauréat, valeur internationale, reconnue, valeur d'État, et surtout qui est validé par le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse en personne, et régi par décret. Et donc France Éducation internationale, qui est l'ancien CIEP, est l'opérateur du DELF en termes de sujet et de validation ensuite des évaluations. C'est un diplôme très important parce qu'il est reconnu et valable à vie, reconnu dans le monde entier, ce qui n'est pas le cas de toutes les certifications officielles, il faut le dire, et surtout qui est reconnu dans les pays francophones. Donc, il est un élément très important du curriculum vitae de vos élèves pour leur parcours professionnel ensuite. Bien sûr, le DELF répond entièrement aux normes actuelles d'évaluation et de certification linguistique.
faites par des équipes hautement spécialisées de psychométriciens. Et surtout, le CIEP fait partie de l'association des certificateurs linguistiques en Europe, ALT-E, qui non seulement propose des conférences pour les convergences en termes scientifiques d'évaluation des langues, mais aussi vise à la diversification linguistique pour proposer dans le plus grand nombre possible de langues des certifications ISO-normées et s'intéresse aussi à la transdisciplinarité des langues vivantes dans d'autres disciplines. Donc tout ça, des garanties aussi importantes pour nous et pour vous de qualité et de fiabilité des examens et du diplôme en lui-même. Alors, comme vous le savez, la relation franco-allemande est quand même très singulière parce qu'elle est marquée par un travail bilatéral très dense, beaucoup de conventions, beaucoup d'accords, beaucoup d'arrangements administratifs, et puis aussi des plans de relance, parce que maintenir l'enseignement de l'allemand en France ou du français en Allemagne n'est pas une évidence. On a besoin de toutes nos forces conjuguées et convergentes pour que justement les taux d'apprentissage du français en Allemagne et de l'allemand en France soient solides et constants. Alors, comme vous le savez, il y a eu un agenda Saarbrück en 2004 dont la France s'est emparée pour relancer l'enseignement de l'allemand. Et ça a été aussi le début de la certification DSD, Deutsches Sprachdiplom niveau 1 en France à partir de 2006. Et c'était un petit peu l'idée de la réciprocité, c'est que l'Allemagne bénéficiait du DELF dans les écoles et la KMK proposait à la France un certificat de niveau A2 et B1, le DSD. Alors, le DELF, bien sûr, c'est une certification, c'est un élément important pour le CV de nos élèves, de vos élèves, mais c'est surtout, d'abord, je pense, un objectif clair et rationnel d'un enseignement de qualité, car les excellents résultats des élèves du DELF en Allemagne sont aussi votre réussite à vous, bien sûr, une réussite de la préparation, de l'enseignement, de la progression et de l'évolution des compétences. Donc, félicitations. C'est aussi le message qu'on voulait vous faire passer aujourd'hui. C'est un grand merci à vous tous et toutes pour le travail accompli, qui n'est pas simple. Et je voulais faire une petite anecdote aujourd'hui avec vous sur l'idée que la crise du coronavirus a conduit beaucoup de parents à faire la classe à la maison. Et on a vu en France, sur les réseaux sociaux, beaucoup de caricatures en disant « Je viens de comprendre que le problème de l'école, ce ne sont pas les professeurs, point de suspension, donc bien sûr, ce sont les élèves. » Là, les parents se rendent bien compte de la difficulté aujourd'hui du métier d'enseignant et les résultats du DELF sont tout à votre honneur, je trouve, en termes de qualité d'enseignement prodigué en Allemagne. Et on vous remercie pour ça. Alors, l'Allemagne, dans le DELF, d'abord, c'est le premier pays hors France en termes de passation. On a quand même 50 000 passations et diplômes chaque année sur les 500 000 passations au niveau mondial, donc 10% du volume mondial, ce qui est une belle performance. Donc là encore, la relation franco-allemande très, très valorisée en termes de nombre de passations. En comparaison, le DSD en France est passé par, en moyenne, 35 000 élèves chaque année. Sur la carte de l'Allemagne, vous voyez comment sont répartis aujourd'hui les centres d'examen. Donc, des centres d'examen qui coordonnent les centres de passation. Et vous faites aussi, vous-même, parfois, centres de passation dans les établissements scolaires qui organisent tous les tests. Alors, vous voyez que la répartition est très diverse, le nombre de passations aussi, sur toute la carte. Peut-être vous allez vous chercher, chacun d'entre vous, selon vos lenders. Et puis, les très, très grands centres qui gèrent beaucoup de passations sont Munich, comme vous voyez, avec 12 772, et Düsseldorf-Cologne avec 14 036. C'est aussi la raison de la présence de nos collègues Cécile et Bruno aujourd'hui. Alors, un point peut-être rapide sur les acteurs de ces centres d'examen. Institut français, bien sûr, évidemment, mais aussi des centres franco-allemands et des partenaires associatifs. Vous pouvez voir, par exemple, en Basse-Saxe, il y a le Landesverband Volkshochschulen qui participe et organise les passations pour la Basse-Saxe. Alors, pour la reprise, le DELF, difficultés, des questions, des problèmes d'organisation, évidemment. En tout cas, la priorité de l'Institut français d'Allemagne, c'est bien de maintenir les sessions en les reportant. Il est bien évident que les sessions du mois de mars et du mois de mai sont reportées. Pas possible de les organiser aujourd'hui. Les lenders réouvrent progressivement leurs écoles avec un calendrier différent par Land, ce qui est compliqué aussi pour nous, pour programmer des sessions de rattrapage.
En tout cas, ce qu'il faut vous dire, c'est que nous sommes en dialogue permanent avec les institutions des lenders, les ministères, et grâce aussi au réseau des attachés de coopération pour le français. Nous sommes bien sûr en dialogue permanent avec les lieux d'examen, qui nous font aussi des remontées de terrain, et puis les décisions parfois politiques évoluent de jour en jour. Et puis, bien sûr, avec France Éducation Internationale, qui a montré beaucoup de flexibilité et beaucoup de compréhension sur une situation qui est de toute façon mondiale. Alors, le calendrier qu'on va vous proposer juste après est soumis, bien sûr, aux aléas de la reprise, parce qu'on a vu des décisions politiques prises dans un land ou dans l'autre qui ont été remises en question 2 jours plus tard pour des raisons d'organisation aussi, peut-être aussi de conseils scientifiques. Et on sait que la KMK ne proposera une feuille de route, si j'ose dire, que le 29 avril, alors que les lenders sont déjà partis pour la réouverture de certains niveaux. En tout cas, souvent les niveaux à examen. Alors, le calendrier qu'on vous propose maintenant va être un calendrier, bien sûr, qui a été concerté avec les lenders, mais dont tous les éléments ne sont pas encore officiellement validés. Mais les dates de session de report seront inscrites dans le logiciel d'inscription. Alors, pour passer peut-être à des choses plus concrètes pour vous, on va passer en revue land par land. Alors, c'est peut-être un petit peu pénible pour ceux qui ne seraient pas concernés tout de suite. On va passer assez vite, juste pour que tout le monde puisse avoir la vision globale. C'est intéressant de pouvoir comparer aussi avec les lenders voisins. Donc, je prends dans l'ordre. Pour le Bade-Württemberg, sessions de mars et de mai sont annulées au sens d'un report et les propositions sont faites pour le mois de juin et le mois de juillet. Dans l'ensemble, pour résumer un petit peu la situation, le report sera fait plutôt en juin, en juillet et en septembre. Vous allez voir selon les différents lenders. Pour la Basse-Saxe, la session du mois de juin est maintenue au 20 juin. Pour la Bavière, la session Gymnasium du 28 mars est annulée. Une proposition se dessine pour le 18 juillet de l'année en cours. Pour Berlin et Brandebourg, les sessions du 28 mars et du 9 mai sont annulées, bien évidemment. Les propositions sont en cours pour la reprise le 26 septembre. Alors, comme vous le savez, les sessions Delft, bien sûr, entrent parfois en collision avec d'autres examens de fin d'année et on a donc eu un travail de dialogue très approfondi avec les lenders pour trouver les dates qui correspondaient sans gêner la reprise, sans gêner la préparation des examens allemands pour les élèves. Et puis, il y a aussi la question de ceux pour les élèves qui sortent du système scolaire et dans ce cas-là aussi, on proposerait une date, c'est-à-dire celle du 20 juin. Pour le land de Hambourg, la session du 9 mai est reportée aujourd'hui au 26 septembre. Pour l'AS, pas d'information actuellement, nous sommes encore en dialogue avec les autorités locales pour trouver une date de report. Pour Mecklembourg-Poméranie occidentale, report de la session du 9 mai également au 26 septembre. Pour la Rhénanie-Palatinat, la session du 9 mai est maintenue en attente de confirmation. Vous savez que c'est quand même le Land qui a aussi maintenu très tôt ses épreuves du baccalauréat. Et sinon, rattrapage possible le lundi 26 septembre, en attente de confirmation. Pour la Rhénanie du Nord, Westphalie, annulation là encore de la session du 9 mai et proposition d'une session de remplacement le 26 septembre. Pour la Sarre, annulation de la session du 9 mai et session de remplacement prévue le 26 septembre. Pour la Saxe-Anhalt, proposition du maintien de la session qui était prévue le 20 juin. Pour la Saxe et la Thuringe, annulation de la session du 9 mai et proposition d'une session prévue le 26 septembre, qui peut encore se dérouler un peu plus tard selon les accords avec le ministère. Pour le Schleswig-Holstein, annulation des sessions du 28 mars et 9 mai, bien évidemment. Session proposée le 26 septembre. Et pour les élèves qui sortent du système scolaire, aussi proposition d'une session le 20 juin pour les niveaux B1 et B2. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop rapide sur tous ces aspects. Beaucoup de questions restent encore en suspens, on doit le dire. Il y a encore un calendrier qui, comme vous l'avez vu, est en partie soumis encore à accord des autorités ou à précision sur des reports vers l'automne de l'année 2020. Alors, pour vos questions, nous allons maintenant
les passer en revue et tous mes collègues vont contribuer à y répondre. Alors, je vois des questions qui concernent notamment les conditions d'organisation. Comme vous le savez, il y a deux types de centres de passation. Il y a les établissements scolaires et les centres qui ne sont pas des établissements scolaires. La règle est la suivante. Les établissements scolaires, pour les sessions DELF, respecteront bien évidemment les consignes données par le LANT dont ils dépendent. Ça, c'est une évidence. Pour les sessions qui se déroulent pas dans les établissements scolaires, les instituts français, les centres de passation organiseront tout ce qui est nécessaire pour respecter et les gestes barrières et la distanciation préconisée. Je me permets juste d'intervenir parce que j'ai vu une question d'une professeure de Realschule en Bavière qui demandait parce qu'on a annoncé le report de la session de gymnasium, les dates pour le DELF scolaire en Realschule en Bavière seront annoncées, je pense, à partir de mercredi sur le site de l'ISB. Et un mail partira à l'ensemble des professeurs pour les informer. Très bien. Pour répondre à une question, oui, qui est passée, effectivement, ce webinaire n'est concentré que sur l'Allemagne. C'était annoncé dans la publicité qui avait été faite. Oui. Alors, les nouvelles sessions seront inscrites dans la base de données des organisations des sessions. Pour ceux qui parlent des emails avec les nouvelles dates. Un point, si je peux ajouter, oui, pardon. Mhm. Un point, c'est que, parce que je vois beaucoup évidemment de questions qui concernent des situations très particulières et des questions ponctuelles tout à fait légitimes, je pense qu'il ne faut pas hésiter à se tourner vers nos équipes de gestionnaires DELF dans chacun des lenders, parce que les informations, vous l'avez compris, chaque jour sont à peu près actualisées entre les ministères et entre nous. Et on le sait, il y a des sessions qui ont été commencées, des sessions qui ne sont pas terminées, des sessions qui ont été reportées, des sessions qui ont été annulées. Il y a des questions aussi pour les élèves qui sont en terminale, qui ont le bac. Enfin, je pense que voilà, il est préférable que vous vous adressiez, enfin, je pense que vous aurez peut-être une information plus convaincante auprès des gestionnaires DELF qui sont les plus près de chez vous, qui pourront vous répondre, en fait. Il est évident que les solutions seront locales, puisque chacun va devoir suivre les préconisations et les consignes de son land. Moi, je lis une question sur peut-on ajouter de nouveaux élèves aux dates nouvelles de passation? Donc, il me semble que oui. Peut-être Constance a une idée à ce sujet? Oui, j'espère que oui, bien sûr. J'ai un peu de mal avec ma connexion Internet d'envoyer les réponses. Et là, c'était une que je voulais dire. Effectivement, oui, bien sûr, ce sera ouvert. Les sessions seront forcément ouvertes par les collègues. Et autant qu'il y a peut-être des élèves qui ne vont pas pouvoir s'inscrire. Moi, j'aimerais, ce serait bien d'inscrire de nouvelles élèves qui n'étaient pas inscrites. Au contraire, je ne pense pas qu'on va nous arrêter aux élèves déjà prévus pour le mois de mars. À moi, Cécile, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que non. Excusez-moi, j'avais coupé mon micro. Il nous arrive encore d'avoir des inscriptions. Évidemment, on les accepte. On prend les inscriptions. Je vois aussi des questions sur la préparation des élèves au DELF et après l'intervention de Bruno. Moi, je vous présenterai un blog qui justement permettra aux élèves de se préparer à distance, juste pour information. Voilà. Et il y avait une autre question à laquelle je voulais répondre. Ça va me revenir. Si, Constance, c'était à propos justement de tous les contacts, de quelle manière je peux accéder si je suis enseignant dans une école ou que je m'intéresse justement, pourquoi pas pour de nouveaux élèves, à une inscription au DELF, comment je fais pour trouver l'information?
Mais si on est inscrit, en fait, en tant que… De toute façon, la nouvelle session que les collègues des centres d'examen vont activer sur la plateforme d'inscription du DELF, si vous êtes inscrit en tant que correspondant, par exemple, sur la plateforme, vous allez de toute façon recevoir le mail d'activation de session qui dit ça y est, de nouvelles sessions sont disponibles. Donc, vous aurez dès l'ouverture, dès la configuration, en fait, de manière parlant techniquement, dès la configuration de la session, vous allez recevoir l'information que c'est possible d'inscrire les gens. Donc, après, vous pouvez inscrire, comme vous l'avez l'habitude, vos élèves. Et de manière peut-être plus générale, pour ceux qui chercheraient les contacts par l'ANT, on a aussi prévu de vous fournir, après ce webinaire, la liste mise à jour de tous les contacts nécessaires pour organiser ou interroger sur les sessions DELF. Voilà. Pour ceux qui éventuellement n'auraient jamais été ou rarement en contact ou ils ont perdu la liste, ça ce sera donc disponible dans l'espace webinaire après ce webinaire ou à partir de demain, si j'ai bien compris. Et puis, aussi sur le site internet de l'Institut français, normalement, si vous allez ou si vous tapez DELF Düsseldorf, vous allez trouver des contacts des collègues qui s'occupent du DELF scolaire sur la droite de chaque page de chaque institut. Voilà. Ah oui, j'ai retrouvé en fait la question à laquelle je voulais, d'Isabelle Rodrigue, à laquelle je voulais répondre sur les candidats de terminale. Il est en effet prévu, mais ça, en fait, ça va dépendre du land dans lequel vous êtes. Et il y a des centres d'examen qui ont en effet prévu pour réduire justement le nombre de candidats éventuellement en juin et respecter les consignes de distanciation. Et parce qu'on ne sait pas trop vraiment si les élèves auront tous le droit de retourner à l'hôpital, n'importe quoi, à l'école au mois de fin juin, le 20 juin, c'est la date. Ils ont effectivement prévu d'ouvrir ou d'accepter que le B1 et le B2, par exemple, dans Schleswig-Holstein. Je ne sais pas s'ils vont le maintenir. Catherine pourra peut-être répondre, mais c'était à plusieurs, c'était aussi dans le PowerPoint et à Berlin aussi, ils vont essayer d'inviter les élèves de la classe terminale, toujours si possible, de venir le 20 juin pour le DELF scolaire et voilà, ce sera quelques reports de mars, mai à juin. Voilà, et donc ce sera déjà, on pourra, ils ont le droit, ils ont payé pour la session, ils ont le droit de passer leur examen et ce serait bien de ne pas les exclure. Et donc, dans la mesure du possible, on les inscrira dans la session de juin. Une question peut-être, Constance, faut-il réinscrire les élèves pour la session de report? Et après, j'aborderai la question des remboursements. Alors, wir drücken die Daumen, comme on dit, que non. J'espère que non. Parce que notre informaticien de la plateforme nous a signalé qu'il a donc, a priori, trouvé un moyen de transférer les inscriptions de tous les élèves, donc je ne sais pas, il y en a 15 000 ou 20, 30, quelque chose comme ça, plutôt 20, je pense, de mars et de mai sur les sessions qu'on va changer. Sur les sessions, j'ai un problème de connexion, sur les sessions que les centres d'examen avec vous vont choisir. Donc, et sinon, effectivement, il y a aussi moyen que les centres d'examen déplacent les inscriptions tout simplement. Vous n'avez pas besoin de les réinscrire. Alors, sur les remboursements, c'est une question un petit peu délicate. Pour l'instant, la politique de l'Institut français d'Allemagne est de proposer des reports aux élèves qui ont déjà payé parce qu'ils ont le droit à passer leur certification en entier.
La question des remboursements n'est pas encore traitée parce que le calendrier de report n'est pas encore arrêté définitivement, qu'on n'a pas encore été au bout de la démarche et que la question des remboursements se poserait éventuellement à la fin des sessions de report pour voir ce qui n'a pas été possible de faire. Donc, pour l'instant, on n'a pas de réponse claire à vous donner, sinon qu'on propose plutôt de valider la démarche de certification jusqu'au bout et non pas de rembourser pour le moment. Là encore, les lenders nous ont aussi interrogé sur la question, donc on est en dialogue avec eux en permanence, mais c'est un peu trop tôt pour l'instant pour répondre à cette question. Voilà. Y a-t-il des questions dans le chat qui n'auraient pas eu de réponse pour l'instant? Après, comme le disait Bruno, il est important, là on voit des questions qui sont très très liées à chaque situation dans les lenders. Donc, ce serait bien de pouvoir contacter toutes les personnes responsables de vos lenders, les centres d'examen, les attachés de coopération pour le français aussi, dans les IF ou dans les centres franco-allemands, parce qu'après, les situations sont tellement variées qu'il est difficile d'y répondre de manière générale et fédérale, comme vous l'avez vu. Donc, c'est aussi l'idée qu'on avait de vous fournir après le webinaire une liste de contacts mise à jour claire avec tous les contacts possibles, téléphone et email pour répondre le plus vite possible à vos questions. Sur un blog, pour préparer le DELF en ligne, je pense que ce sera abordé tout à l'heure par mes collègues. On pourra y revenir. Et pour les choix entre différentes sessions, c'est vraiment une question qu'il faut traiter au niveau territorial, au niveau du LAD. On ne peut pas y répondre de toute façon de manière trop générale, mais je vois que mes collègues comme Charlotte Spielvoix répondent déjà pour l'ASSAR, la Rhénanie-Palatinat et le Bade-Württemberg. Voilà. Chers collègues, 10h presque et demie, je pense que le temps est écoulé. On a essayé de répondre au mieux à vos questions, bien sûr, de manière toujours un petit peu fédérale, générale, sans pouvoir entrer beaucoup dans le détail. On voulait surtout vous donner une perspective de calendrier pour vous dire que nous travaillons tous. Philippe, excuse-moi, je viens Oui. de lire une dernière question, peut-être sur le DELF Prime. Merci à Micheline Bouchez, le chef de centre à Rostock. Effectivement, on va ouvrir une session DELF Prime pour le 20 juin. C'était comme on parlait de flexibilité, entre guillemets, de France Éducation Internationale, mais par contre, on n'aura qu'une session de DELF Prime qui était initialement prévue le 9 mai et elle sera reportée au 20 juin pour les lenders. Ça, c'est malheureusement pas le cas de Mecklenburg-Vorpommern, mais dans les lenders où le calendrier le permet et aussi éventuelle réouverture des écoles. Voilà. Mais ça restera je pense, une petite session de toute façon. Voilà, le DELF Prime, le 20 juin. Oui, très important. Et comme vous le voyez, le sujet du DELF, bien sûr, est beaucoup de ramifications. Donc, on vous conseille vraiment de vous rapprocher de vos attachés de coopération pour le français, des centres d'examen qui auront toujours les dernières informations à jour pour vous les transmettre. Merci beaucoup. Je passe la parole à mes collègues et notamment à Bruno pour la partie plus pédagogique. Merci et bonne fin de webinaire. Alors, bonjour, enfin, bonjour à toutes et tous. Voilà, un petit peu sur c'est 10-15 minutes maximum. L'idée, c'était de vous parler un peu du DELF, même si on a appelé ça sur un air de DELF, c'est-à-dire sur une forme un petit peu de musique
d'une atmosphère, en tous les cas, autour du DELF, qui fait que l'on en parle toujours un peu. Et je vois que tous les profs là qui réagissent et la quantité de personnes qui sont connectées fait que, effectivement, le DELF, c'est pas seulement un diplôme, c'est aussi un état d'esprit, c'est aussi un vrai investissement de la part de tous les enseignants qui montre que cela a bien été installé, en tous les cas enraciné dans vos pratiques pédagogiques en tant qu'enseignant. Alors, une petite chose pour commencer, donc l'histoire de la mélodie ou de la partition, en tous les cas, autour du DELF, c'est que je vais juste faire coïncider ou rappeler un certain nombre de points, à savoir le fameux cadre européen commun de référence pour les langues. Vous savez que le DELF, évidemment, est en lien avec le cadre européen qui aura bientôt 20 ans, enfin qui aura d'ailleurs 20 ans l'année prochaine. Puis vos manuels scolaires, on a trouvé des points évidemment dans les manuels scolaires qui sont une évidence et qui sont un lien direct avec l'approche du cadre européen et dite l'approche actionnelle. Les programmes scolaires aussi ont été construits, travaillés, élaborés en fonction de tous ces descripteurs et de tous ces objectifs en fait communicatifs. Et donc le DELF n'est que aussi une forme de reprise de tous ces points-là. Alors on commence, attention, vous avez, j'espère, un stylo, un papier ou en tous les cas un clavier, puisqu'on va commencer par 2 petits quiz, histoire de vous rafraîchir la mémoire, qui sont évidemment, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas noté. Le premier porte sur les mots-clés des descripteurs, se présente sous cette forme-là. On a fait un choix évidemment arbitraire de 6 expressions ou mots-clés pour essayer de voir ce qui relève du A1 ou du C2. Je vous laisse quoi 10 secondes, 10 secondes pour y réfléchir et surtout pour associer un numéro à un niveau du cadre européen A1, A2, B1, B2, C1, C2. Ça va? Vous avez 10 secondes. Hein? Ah bah, je vais faire le compte à rebours. Alors, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ça va? Vous avez tout noté? Alors, évidemment, vous n'aurez pas les réponses. Si, je vais vous les donner à l'oral. Peut-être que pour le A1, vous avez mis le numéro 2. À savoir le débit lent, puisque vous savez que c'est le A1 est vraiment sur un échange et une coopération entre l'interlocuteur et le locuteur, et celui qui parle. Vous avez peut-être mis le A2 pour le numéro 5, tâche simple et habituelle, puisque le numéro 2, on commence à s'ouvrir évidemment à son environnement familier, donc on est là pour faire des choses simples, répétitives, que l'on connaît de son domaine personnel. Pour le B1, peut-être avez-vous mis le numéro 6, raconter une expérience, un rêve. Raconter l'expérience, on va en reparler après. Évidemment, on commence à arriver sur une expression, en tous les cas, des sentiments pour le B1. Ensuite, évidemment, le B2 fait partie de la réflexion autour de l'argumentation, qu'elle soit écrite ou qu'elle soit à l'oral. Donc, argumentation claire donc, et détaillée qui est le numéro 4. Puis, le numéro 3, C1, organisation discursive, on est déjà dans une formalisation ou un certain formalisme, en tous les cas, du discours. Évidemment, il nous reste le 1, le numéro 1 pour le C2, qui sont les fameuses fines nuances de sens, très fines nuances de sens, une compréhension très fine, mais aussi une capacité à mobiliser un certain nombre d'expressions aussi idiomatiques, vous savez, pour le C2. Deuxième. Bon, peut-être, j'imagine que rien de nouveau pour vous. Deuxième quiz, c'est aussi sous la forme des descripteurs. Vous savez que pour les descripteurs du cadre européen, et là c'est de A1 à B2, puisqu'il n'y en a que 4, donc on s'est limité finalement à A1, A2, B1, B2, la même chose. Pour ces descripteurs, d'après vous,
Est-ce que c'est A1? Est-ce que c'est A2? Est-ce que c'est B1? Est-ce que c'est B2? Je vous refais le compte à rebours. Donc, vous avez 10 secondes hein, pour les associer. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Terminé. Alors, pour le A1, vous avez, j'espère, choisi ce descripteur de production écrite qui est « Je peux écrire une carte postale simple, par exemple de vacances ». On est bien dans un écrit totalement formalisé, expression des dates, etc. Des dates, des lieux, pas plus. Le A2 est donc le numéro 1. Je peux écrire une lettre très simple, par exemple de remerciement. On est bien au début dans l'interaction avec les autres en fonction d'une situation particulière. Pour le B1, on en a parlé d'expérience tout à l'heure, raconter une expérience. Là, c'est le compte-rendu d'expérience. Et donc, le B2, il vous reste évidemment écrire un essai qui développe l'argumentation, puisque le B2, comme on l'a dit tout à l'heure, commençait avec l'argumentation. Donc, voilà, ce cadre européen, en fait, est un petit peu la base générale qui construit énormément de choses. Cadre européen, comme je vous l'ai dit, a alimenté évidemment les programmes scolaires, donc les manuels scolaires, donc le DELF. Sachez, puisque j'ai vu aussi que dans les questions que certains se posaient, à savoir les élèves, comment vont-ils se préparer, comment continuent-ils à se préparer, ils ne sont pas préparés, etc. Je crois que vous avez tous découvert le télétravail et le suivi quand même très très précis que vous avez fait de vos élèves dans l'enseignement du français et particulièrement la continuité pédagogique, comme on dit en français, de leur proposer de continuer, de travailler, d'apprendre avec des exercices, des activités, des règles et des supports, en fait, voire des projets pour certains en français. Et donc, on retrouve évidemment tout cela dans la préparation, dans les manuels scolaires. Les manuels scolaires ont intégré le DELF. Les manuels scolaires, sur la diapo, vous voyez ça, ce que je vous ai mis, il y a des activités d'évaluation. Les activités d'évaluation, sont vraiment dans des approches socio-pragmatiques. J'ai quelque chose à faire avec des outils linguistiques, mais je dois résoudre des tâches. Cela n'a pas besoin d'être très compliqué puisque, vous le savez, dès le A1, on en parle. Aussi, il y a des indications dès la première année d'apprentissage. Tout élève qui commence le français est sensibilisé à cette approche communicative ou en tous les cas actionnelle. Un certain nombre de manuels vous mettent en évidence les exercices qui sont focalisés sur le DELF, le format DELF, et ensuite qu'il y a parfois dans vos enseignements de continuité pédagogique. Oui, c'est vrai pour les épreuves écrites, c'est vrai que pour la production orale, c'est une difficulté, mais peut-être vous verrez dans la production orale, vous verrez que dans ce que ma collègue va vous proposer tout à l'heure, Cécile, il y a un certain nombre de supports, d'outils qui, même si vous n'êtes pas en interaction directe avec la personne en français, qui vous font réagir en fait sur la compétence de production orale. Donc, il existe aussi des manuels de préparation au DELF en complément que vous connaissez sûrement chez d'autres éditeurs qui peuvent participer aussi du complément de votre enseignement pour que les élèves soient maintenus à flot, à niveau, dans leur niveau de français. Un exemple. Sur les manuels, la copie est un peu petite, mais vous comprendrez très vite. Vous connaissez, par exemple, chez un des éditeurs en Allemagne, évidemment, c'est Klett. Vous voyez que il y a des indications sur le DELF qui sont ce quatrième de couverture là qu'on a photocopié, donc le A1 avec le petit symbole et en tous les cas avec le A1 qui montre dès le début et dans tous les manuels. Aujourd'hui, il y a
l'indication sur le niveau du cadre européen qu'on retrouve dans les programmes, qu'on retrouve dans les manuels, qu'on retrouvera dans le DELF, comme je vous le disais. Il y a même des exercices de préparation, par exemple ici, de production orale, ce que vous disiez tout à l'heure, de production orale. Il y a des mots-clés que l'on peut tester aussi sur des sites ou sur des chats ou sur le web, en fait, ou par communication téléphonique. Et donc, ils sont aussi dans la même approche actionnelle. Et puis, évidemment, il y a des pages totalement identifiées. On prépare le DELF. On prépare le DELF avec les quatre compétences de communication qui sont strictement respectueuses de ce que le DELF a institué. Quand on prend par exemple chez Cornelsen, A+, que vous connaissez peut-être aussi, dans le sommaire, il est bien indiqué dans le sommaire un certain nombre de contenus communicatifs qui, évidemment, reflètent et résonnent exactement ce dont nous parlions tout à l'heure, hein, entre les fameux mots-clés aussi des programmes que vous connaissez peut-être, beschreiben, erklären, erörtern, qui sont les mots-clés aussi qui apparaissent dans toutes les analyses et dans tous les commentaires, en tous les cas des programmes. Bilan de compétences, très intéressant ici chez Cornelsen, ça s'appelle bilan de compétences, ça ne s'appelle pas page DELF, mais vous allez voir quand même à la suite, voilà, que dans les doubles pages de bilan de compétences là, que l'on a copiées, vous avez bien compréhension orale, compréhension écrite, production orale, production écrite. On est bien dans cette distinction de ces 4 compétences qui ressemblent quand même énormément au DELF. Ce qui peut-être aussi nous intéresserait pour finir, parce que je vais terminer, c'est peut-être que vous connaissez, enfin bien sûr que vous connaissez ça puisque c'est les termes obligatoires des objectifs en fait à atteindre par niveau de compétences. On a pris 2 exemples, un exemple de Rhénanie du Nord-Westphalie puisque là j'y suis moi en tant qu'attaché de coopération. On a pris un exemple aussi sur la Bavière, que Cécile aussi est là en tant que représentante de la Bavière. Ce qui est fort intéressant dans les Anstandserhebungen, c'est que vous voyez par exemple, on a pris choix arbitraire, hein, Kompetenzniveau 2, et vous voyez que les mots-clés qui explicitent les objectifs que l'on vise et donc les acquis que les élèves doivent pouvoir montrer, c'est que l'on est bien dans des mots qui sont directement inspirés, relevés du cadre européen commun de référence pour les langues. Einfaches Verstehen, évidemment, c'est la compréhension simple. Que veut dire simple? C'est les grands débats. Eh bien, vous avez les informations formulées de manière explicite qui sont en rapport directement avec un monde familier et des mots-clés et des nombres, des indications qui permettent très vite de faire référence à un monde que l'on connaît. Donc, à ce niveau-là, on est dans une sphère A1, A2. Voyez, du côté des Fachlehrpläne de Realschule, très intéressant aussi, fait par les Bavarois en Bavière, F8 pour la 8e classe, et vous voyez aussi qu'on est bien dans des explications, dans des formulations très explicites de ce que les élèves doivent être capables de faire lorsqu'ils écoutent quelque chose. Il faut que, évidemment, le document soit relativement lent, simple, avec aussi un champ, évidemment, un champ personnel, un environnement personnel pour que le vocabulaire soit directement déductible et compréhensible. Bon, voilà, c'est juste une petite démonstration qui peut-être pour vous est une évidence, mais ça permet quand même de repréciser les choses. Et on a trouvé aussi dans les cahiers, par exemple, d'évaluation de fin de parcours, donc à droite, exercice d'évaluation de fin de cycle, donc ça c'est directement tiré d'un cahier d'activité allemand. Vous voyez que là, on est sur le shopping, on est bien sur des questions de
compréhension de l'oral, compréhension orale, cela s'appelle, avec des questions à choix multiples, où il faut écouter, distinguer et retrouver simplement la bonne réponse. Et vous voyez que de l'autre côté, un exercice du DELF, qui est compréhension de l'oral, est strictement sur la même ergonomie, sur la même approche pédagogique, voire une approche didactique quand même, d'un repérage d'informations. Et vous le savez aussi que le DELF est en plus en grande rénovation pour les compréhensions de l'oral et de l'écrit, avec des vrais QCM où il n'y aura que des QCM, où l'on est bien dans cette approche de repérage d'informations. Bien, je vais terminer. Dernier petit quiz avant la fin. À vous de voir. Vrai, faux, pratiquement que du vrai, faux. Le DELF est un test de vocabulaire et de grammaire. Évidemment, je ne vous entends pas tous parler, heureusement, puisque vous êtes plus de 200. Même si je n'entends évidemment que le mot faux pour la première question. Deuxième question, la perspective actionnelle, le fameux praxis-orientiert ou competence-orientiert, agir dans des contextes réels. Est-ce vrai? Est-ce faux? Je pense qu'en allemand est encore plus transparent que le français. Donc évidemment, je n'entends que d'une seule voix. Perspective actionnelle, est-ce agir dans des contextes réels? Oui, vrai, très bien. Les descripteurs du cadre européen, on l'a vu ensemble, commencent avec c'est ou peut, c'est-à-dire je sais faire quelque chose, je peux faire quelque chose. Évidemment, c'est je peux. Et puis, ça, c'est pour vous. Alors là, je n'ai pas de réponse, même si j'en imagine une. Mon cours de français prépare les élèves à passer facilement le DELF. À vous de réfléchir. Normalement, je devrais avoir 200 réponses qui devraient s'afficher dans le chat. Très bien. Merci. En tous les cas, ouais, je voulais juste conclure. Oui, Philippe, je voulais juste conclure sur des conclusions, évidemment, qui restent provisoires parce qu'il n'y a pas de conclusion définitive, c'est cela. Ah, je vois des vrais. Bon, Umzo Bessa. La question, évidemment, sur le DELF, vous l'avez compris, soit vous avez des offres d'information, si cela vous intéresse d'en savoir plus, parfois fait, je pense aux référendaires, aux profs stagiaires, évidemment, cela renforce votre compétence professionnelle. Il y a des formations au DELF ou des informations au DELF qui permettent un peu de vous approprier les programmes scolaires, mais ça, c'est toutes les institutions et ministères qui doivent sûrement vous proposer des choses. Et puis nous sommes à votre disposition, évidemment, pour pouvoir vous accompagner, en fait, en tant que correcteur examinateur, puisque nous organisons aussi, j'entends l'Institut français, organise des stages d'habilitation. À vous de contacter, comme l'on disait, les postes, et puis les postes dans les différentes régions pour savoir à quel moment des stages d'habilitation existent, ouverts à tout enseignant de français. Voilà, oui, pardon Philippe, voilà, merci. Effectivement, 16 minutes, bon, c'est un petit peu plus long que prévu, désolé. C'est parfait, merci beaucoup. Oui, ce que je voulais dire aussi à tous les collègues qui posent la question dans le chat, comment prépare-t-on nos élèves au DELF? Mais on les prépare en permanence, tous les jours, dans le cadre de nos enseignements standards. Parce qu'au fond, l'enseignement, les manuels scolaires en Allemagne et le DELF sont issus de la même matrice qui est le cadre européen de référence pour les langues. Donc, c'est bien ça le message qu'on voulait vous faire passer aujourd'hui. Merci. Et puis, notre collègue Charlotte nous a mis aussi un lien vers le Padlet qui regroupe beaucoup d'outils. Mais c'est ce que je vais présenter, Philippe. Parfait. Donc, transition. Cécile. Voilà. Alors, juste, effectivement, pour faire écho à ce que vient de vous présenter Bruno, le DELF scolaire, enfin le DELF est vraiment très bien intégré au programme pédagogique allemand en règle générale, qui repose eux aussi sur l'approche actionnelle. Les élèves sont donc tout à fait habitués à réaliser des actions contextualisées et préparés à accomplir le genre de tâches que l'on va retrouver dans le DELF scolaire, genre organiser une fête d'anniversaire, préparer un week-end entre amis, faire ses courses. Je rappelle aussi ce qu'a dit déjà Philippe en début de webinaire. Je rappelle qu'on a des taux de réussite en DELF scolaire en Allemagne qui sont supérieurs à 90%, donc ce sont des résultats assez soviétiques, ce qui prouve, et d'une, ce qu'on vous a déjà dit, la qualité de l'enseignement en Allemagne, et aussi le fait que les élèves sont tout à fait capables de passer ces épreuves dans de bonnes conditions et avec succès.
Dans ce contexte, les élèves n'ont pas vraiment besoin d'une préparation spécifique aux épreuves du DELF. La seule chose qui nous semble importante, c'est qu'ils connaissent le format des épreuves pour savoir à quoi s'attendre le jour de l'examen. Donc, ces préparations, ça peut être en présentiel quand les écoles sont en fonctionnement normal. Donc voilà, de savoir, d'avoir des exemples de sujets pour pouvoir savoir à quoi s'attendre. Et en l'occurrence, puisque les écoles sont fermées, ils doivent. C'est pour ça qu'on a mis en point un outil pour permettre aux élèves de se former ou de se préparer, puisque formés ils le sont, mais de se préparer à distance. Alors effectivement, le travail de lister les ressources qui étaient disponibles sur Internet, on l'avait déjà fait, mais on l'avait plutôt fait à destination des professeurs qui préparent donc leurs élèves en présentiel. Mais c'est vrai que dans le contexte actuel de fermeture des écoles, d'enseignement à distance, il nous a semblé important de créer un outil à destination des élèves pour leur permettre de s'entraîner à distance. Nous avons donc opté pour un site internet pour qu'ils puissent, se familiariser avec le format des épreuves et s'entraîner de façon autonome. Je vous propose qu'on découvre le site internet ensemble. On l'a baptisé Reviston Delf oder wie kann ich mich auf das Delf scolaire vorbereiten. Je vais faire un partage d'écran avec mon ordinateur et pour naviguer sur le blog et je vous ferai des commentaires en même temps. Alors, activer partage d'écran. Onglet. Est-ce que ça marche? Alors, nous l'avons donc rédigé en allemand puisqu'il s'adresse aux élèves. Sur la page d'accueil, on a simplement rappelé ce qu'étaient les examens du DELF pour les élèves, qu'ils étaient, qu'ils faisaient référence au cadre européen pour les langues. On leur a mis un lien aussi vers le cadre. Je rappelle simplement, c'est un site pour s'entraîner et pas pour faire la promotion du DELF. Donc, pour faire la promotion, on a d'autres outils. Mais là, c'est juste, voilà, c'est destiné à des élèves qui sont déjà inscrits au DELF et qui veulent s'entraîner de façon autonome. Donc, on leur rappelle ce que sont les examens du DELF et puis aussi à quel moment ils peuvent passer quel niveau, tout simplement. On a créé un menu qui décrit le déroulé de l'examen. On leur dit qu'effectivement, le DELF, ils seront évalués sur les 4 compétences linguistiques, la compréhension orale, la compréhension écrite, la production écrite et la production orale, que chaque partie est sur 25 points, qu'il faut avoir au moins 50 points pour pouvoir obtenir son diplôme et au moins 5 points par compétence linguistique. On leur rappelle aussi que d'abord, ils recevront sur une attestation de réussite leurs résultats et que le diplôme définitif arrivera plus tard. Pour chaque niveau, donc on a représenté les 4 niveaux qu'on peut passer dans le cadre du DELF scolaire. Les 4 niveaux sont découpés de la même façon, donc on ne va pas les regarder tous les 4. Je vous propose de regarder l'exemple du DELF B1 puisque dans le cadre du DELF scolaire, c'est le niveau qui est le plus passé. Donc, pour chaque niveau, ils trouveront un rappel des compétences qui sont attendues par ce niveau, une description détaillée en allemand du type de tâches d'exercices qu'ils vont trouver par compétences linguistiques. Alors voilà, je fais défiler. Ils vont trouver
des exemples de sujets qu'ils peuvent trouver sur Internet. Alors, évidemment, les exemples qui sont mis à disposition sur le site de France Éducation Internationale, mais également des sujets qui sont disponibles sur Learning Institute. Alors, ce site-là a l'avantage d'être rédigé en allemand, ce qui peut être un avantage pour les élèves. Et puis, il y a aussi un site qui s'appelle delfdalf.fr qui met à disposition des exemples de sujets de DELF scolaire. Hein. J'ai vraiment, à chaque fois, on a sélectionné des exemples de DELF scolaire. Et puis, il y a des exercices. Alors oui, pardon. Pour chaque niveau, il y aura aussi des vidéos. Alors, 1 ou 2 exemples de vidéos pour les productions orales, pour que les élèves puissent voir à quoi ressemble une production orale en vrai. Alors, le choix a été, on a essayé de trouver des vidéos dont la qualité sonore était pas trop mal, pas trop mauvaise, pour que les élèves puissent bien comprendre le déroulé de la production orale. Et enfin, ils vont trouver des exercices complémentaires qui ne sont pas des exemples de sujets du DELF, mais vraiment des exercices de type DELF. Je rappelle qu'il y a les exercices qui se trouvent sur la plateforme de CLET et qui permettent de s'entraîner sur les 4 compétences, sur les 4 compétences linguistiques, sur les 4 niveaux, qui est très très bien fait. Enfin, on a aussi fait un menu conseil. Alors conseils qui sont valables pour tous les niveaux, pour la compréhension orale, comme quoi de bien lire les questions avant le début du document audio, de ne pas bloquer quand on ne sait pas répondre à une question, de rappeler qu'il y a 2 écoutes et que les questions suivent l'ordre chronologique du document audio. Quelques conseils aussi pour la production orale, comment se comporter quand on n'a pas compris la question posée par l'examinateur, que dois-je faire si je ne connais pas un mot, etc. Et enfin, pour les élèves qui souhaiteraient se préparer encore davantage, mais je ne pense pas qu'ils en auraient vraiment besoin, on a mis une liste de bibliographies, de méthodes qui existent pour se préparer au DELF scolaire. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Ce que je vous propose, je vais vous partager le lien. Comme ça, vous pourrez tous… alors, attendez, je le fais tout de suite. Hop là, copier. Et ça devrait… Voilà, vous devriez avoir l'adresse internet du site pour pouvoir l'activer et regarder de vous-même. Si vous avez des conseils, des changements à y apporter ou des choses d'autres idées, surtout n'hésitez pas à nous contacter. C'est vraiment un outil qu'on vient de faire et qui est voué à évoluer et être amélioré. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Moi, j'ai terminé pour ma partie. Merci beaucoup, Cécile. Je crois que c'était très important de montrer un peu l'outil concret que l'élève peut utiliser en autonomie. C'est un petit peu l'esprit là de ce qui se passe aujourd'hui. L'élève en autonomie, l'élève qui passe un B1 a déjà un niveau de maturité qui permet de faire ce genre de travail à la maison. Alors, pour rappeler aussi ce que Cécile a montré et a tenté de montrer, notamment l'adresse exacte du site, tout est dans la colonne questions de ce webinaire. Notre opératrice en coulisses, Capucine, a mis le lien pour que vous puissiez cliquer dessus. Et puis pour conclure, je voudrais remercier mes collègues aujourd'hui, Constance, Cécile, Bruno, Capucine en coulisses, pour ce webinaire, en espérant qu'il vous a été très utile. Nous, on a été ravis de pouvoir discuter avec vous parce que c'est important pour nous de garder le lien avec vous, qui êtes nos partenaires privilégiés aujourd'hui sur le DELF. On voulait vous dire aussi que pour des raisons administratives, nous avons mis en place une attestation automatique de participation au webinaire.
que vous recevrez automatiquement par mail. Ce sera un fichier PDF que vous devrez télécharger. Je crois qu'il est en pièces jointes. Et puis, ce webinaire sera disponible dès demain sur YouTube avec les éléments qui l'accompagneront. Donc, on vous a parlé bien sûr des liens Padlet, le lien vers le site qu'a proposé Cécile, et puis aussi la liste des contacts mis à jour pour pouvoir vraiment être au courant de l'évolution, parce que c'est au jour le jour que nous devons gérer cette situation, de l'évolution des passations des sessions du DELF. Merci à tous. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Et au prochain rendez-vous ensemble la semaine prochaine pour un prochain webinaire de l'Institut français d'Allemagne. Merci. Au revoir. Merci. Prenez soin de vous. Au revoir. Prenez bien soin de vous.